Alors, Nathalie Bardet, est-ce que vous vous retrouvez dans ce qui a été présenté, un peu exprimé en termes de crainte? Voilà, il y a un micro devant vous. On a parlé alors du robot qui remplace les moyens humains, les limites de la machine dans le cadre d'une relation, et puis le manque d'autonomie, hein, il y avait d'autres éléments. Vous y retrouvez un petit peu là-dedans? Un petit peu beaucoup, étant donné que je travaille aussi auprès de patients en soins palliatifs et que ce temps de relation vraiment porte toute une dimension, notamment quand ils sont en fin de vie. Et j'imagine la relation avec un robot en fin de vie, alors qu'on est quand même dans un temps où la personne est dans des dimensions qui sont vraiment existentielles pour elle à ce moment-là. Est-ce que ce sera possible avec un robot de discuter de sa propre finitude, de sa solitude, dans ce qu'il est en train de vivre, d'exprimer le fait que c'est compliqué, cette incertitude qui reste en fait dans sa vie par rapport au sens qu'il peut donner? Est-ce que finalement le fait de discuter avec un robot ou de pouvoir échanger, et encore, est-ce que je peux échanger? Je pense que je peux communiquer avec un robot en tant que patient, mais est-ce que je peux échanger? Voilà. Est-ce que le robot, par exemple, pour ce patient en fin de vie, représente le monde des vivants, parce que c'est de ça dont il a besoin dans son échange. Donc oui, j'ai entendu des propos de communication, j'entends des robots communicationnels proposés dans les EHPAD, etc. Mais je pense qu'on n'est pas tout à fait dans des principes de relation, surtout à ces moments-là. On a envie d'entendre votre voisine, Géraldine Roy, donc, qui gère 2 EHPAD, et non pas un seul, et puis aussi un foyer pour personnes handicapées. Cet enjeu de la relation, ça c'est une préoccupation forte chez vous aussi? Oui, je pense que ça doit être une préoccupation forte. C'est vrai que à des fonctions de direction, on est quand même soumis à des contraintes financières, et il y a, je pense, une éthique à essayer de conserver. Alors, on se retrouve dans une situation, enfin, je me retrouve dans une situation où à la fois je suis porteuse de l'introduction de formes d'intelligence artificielle à travers, par exemple, des gains sur des logiciels qu'on va déployer dans les établissements, qui vont permettre de pouvoir envisager des optimisations sur les effectifs administratifs, comme a pu l'évoquer David Gruson. Avec, voilà, pour moi, j'assume parfaitement les possibilités d'économie pour pouvoir garantir et maintenir justement dans ces budgets contraints le temps soignant. Et je pense que l'intelligence artificielle peut aussi, alors on a évoqué tout à l'heure la télémédecine, lorsque c'est bien mené, lorsqu'on a cette vigilance, ça peut être un complément et ça peut être un plus. Et effectivement, sous réserve d'avoir cette vigilance et de ne pas en faire une réponse d'une insuffisance. Enfin, je pense que c'est la préoccupation de beaucoup d'acteurs que de ne pas voir la dimension, enfin une réponse de machine, en termes de machine, qui viendrait remplacer l'être humain, mais je pense que c'est pas possible totalement. On va continuer un petit peu le tour d'horizon avec le docteur Aurore Armand. Et on revient vous voir, Madame Pozza et docteur Inzelin, médecin urgentiste au CHU d'Angers. Comment vous utilisez ces outils d'intelligence artificielle? Alors, le petit robot, non, clairement. Pas au quotidien aux urgences. Le micro va arriver. Ouais. Donc aux urgences, non, les petits robots, on ne les utilise pas. Par exemple, les algorithmes, on en a partout. Hein. C'est la pensée algorithmique et les scores, vous me corrigez si je me trompe, ça fait partie des urgences depuis extrêmement longtemps. Auparavant, on avait un calcul sur un bout de papier, puis notre cerveau intégrait ces scores, et ensuite on faisait une proposition diagnostique en fonction d'eux, et on algorithmait un choix d'examen complémentaire. Qu'on comprenne bien, quelqu'un arrive aux urgences. Alors par exemple, quelqu'un va arriver aux urgences avec une douleur thoracique, et puis on va émettre comme ça à un moment l'hypothèse d'une embolie pulmonaire. C'est le plus simple, hein. On va proposer un score pré-test, ce qu'on appelle un score pré-test, où on va intégrer les antécédents, les chirurgies récentes, les antécédents familiaux, enfin voilà. Et puis ensuite, ce score pré-test, c'est ce qu'on faisait avant, c'est ce qu'on fait toujours un petit peu, va nous donner une probabilité pré-test intermédiaire, faible ou forte, en fonction du score qu'on choisit. Et puis là, on va se dire, il faut que j'utilise des dimères, il faut que je fasse un angioscanner.
Attention, il va nous demander de continuer dans notre process. Il ne va pas dire ce score pré-test ne nous permet pas de dire on va s'arrêter là, il n'y a pas d'embolie pulmonaire. C'est là la subtilité des choses. Et ensuite, selon le choix qu'on va faire de l'examen complémentaire, on va aller infirmer ou confirmer cette hypothèse diagnostique. Voilà. Ça veut dire qu'il faut avoir déjà une hypothèse et puis il faut avoir aussi une hypothèse à peu près bonne, quoi. Ça, c'est la façon dont on travaille sur les scores. Ce que proposent les systèmes d'aide à la décision, c'est effectivement cette phase pré-test, c'est s'exonérer en fait de cette proposition-là. Il n'y a pas d'hypothèse de départ en fait, et on part tout azimut sur la douleur thoracique et puis on avance comme ça en chaînage, en maillon, et c'est comme ça que fonctionnent les plus jeunes en fait. Le problème, c'est que c'est un petit peu chronophage et puis c'est très consommateur de temps, outre de temps aussi un petit peu d'argent, quoi. Pas mal parfois. Un plus vieux médecin, lui, va avoir un script mémoriel, lui, il va être capable d'aller proposer l'hypothèse et remonter un peu plus rapidement. Et il l'acquiert parce qu'il a fait d'abord l'apprentissage de ses scores, parce qu'il les a intégrés, parce qu'ensuite ils deviennent un petit peu intuitifs. C'est ce qu'on appelle les scores empiriques, en fait. C'est l'expérience, quoi. C'est le métier qui rentre. C'est le métier, c'est ça. Et c'est important. Hein, ça ne veut pas dire qu'on y va au pifomètre, parce que parfois on entend un petit peu ça. Ça ne veut pas dire ça du tout. Ça veut simplement dire qu'il y a un moment où on a vu tellement de douleurs thoraciques qu'il y a des éléments qui s'inscrivent dans le fonctionnement. Donc c'est juste l'un ne va pas sans l'autre. Ce que proposent les algorithmes et les systèmes d'aide à la décision, cette partie des systèmes d'aide à la décision, ils proposent d'avoir une médecine plus uniforme, en ayant moins d'erreurs. En fait, ils sont sur cette question de l'erreur. Et puis ils proposent aussi le gain de temps, en disant il y aura moins d'errance. Et c'est probablement vrai pour les plus jeunes. C'est probablement que ce risque d'erreur devient de plus en plus compliqué à chiffrer si on arrive sur des cas complexes. Et les cas complexes, malheureusement, c'est là où on a des incidents et des accidents. Et c'est là où la présence d'un médecin, elle est importante. Donc, en fait, on nous propose de limiter les erreurs, mais en fait, on ne nous aide pas dans les situations à risque d'erreur. C'est ça qui est un peu compliqué. Et dans les systèmes experts, enfin, dans les systèmes d'aide, il y en a d'autres. Il y a celui dont vous parliez tout à l'heure de l'aide à la prescription, hein, qui sont des systèmes d'alerte. Alors ça, c'est beaucoup plus normé. Attention, il a plus de 75 ans, il a une fonction rénale à temps, et donc là, on prescrit. Encore une fois, quand on ne travaille qu'avec ça et qu'on n'a pas appris au départ nos médicaments, on n'est pas capable de critiquer en fait les choses. Alors je ne parle pas de l'angoisse de la panne totale qui fait qu'on sera obligé de tout faire sans les machines, mais quand même, c'est important. Et puis parfois, on prescrit à l'encontre de cette proposition-là, et donc on va briser la glace et on va imposer notre prescription. Il faut savoir pourquoi on le fait, quoi. Et le troisième, qui sont des systèmes consultants. Alors ça, c'est d'autres propositions qui sont faites actuellement. C'est-à-dire qu'il y aurait des systèmes qui nous permettraient, en fait, en fonction d'un cas, d'aller chercher à toute vitesse dans des bases de données une publication récente. Alors, pas un case report, parce que ce serait un petit peu trop simple, mais enfin, voilà, des articles de la Cochrane, enfin, des énormes bases de données que nous, on ne peut pas absorber. Hein, ça va trop vite. Il y a tellement de publications en médecine de données à acquérir. Donc, on a un champ de recherche, par exemple. Voilà, par exemple, j'ai une douleur thoracique chez un patient de tel âge qui a été en contact avec tel animal ou qui vient de tel pays. J'inclus ça dans ma proposition, et là, on va me trouver l'article qui propose quelque chose. Voilà. Et là, on arrive sur les problèmes du langage, on en avait discuté un petit peu, hein, c'est-à-dire que là, la difficulté, elle est de mettre le bon mot derrière la bonne proposition, sinon on va se retrouver dans un énorme marché avec plein de propositions d'articles. Alors, encore une fois, moi, je travaille aux urgences. Enfin, c'est vraiment une particularité du temps qui fait que même les propositions de 1 mois, 2 mois, de prendre la réflexion, de réfléchir, c'est pas des choses qu'on peut intégrer nous. En tout cas, il nous faut une réponse rapide et une réponse la plus logique possible, quoi. On va entendre le docteur Grégoire Rinzelin. Voilà, le micro est devant vous. Je rappelle que vous êtes neurologue et que vous êtes chargé du numérique à l'Institut de cancérologie de l'Ouest. Comment vous réagissez à ce qu'on évoque depuis tout à l'heure? Il y a des raisons de se réjouir, des vraies avancées, et puis il y a aussi des points de vigilance. Vous situez où, vous? Je pense que c'est un très bon outil. Alors d'abord, je voudrais juste dire quelque chose qui est une marotte de neurologue. Une intelligence artificielle, c'est pas une intelligence. C'est un esprit de synthèse, ce qui n'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire qu'une intelligence artificielle, il y a 2 points qui sont très divergents. La première chose, c'est qu'une intelligence biologique, ça fonctionne avec des émotions et des sentiments. Ce qu'on voit très bien avec les robots.
C'est-à-dire que le problème, c'est qu'il y a l'être humain, qui seront là très bien démontré, hein, l'être humain se projette très bien sur le robot, mais le robot ne se projette pas sur l'être humain. Alors on peut lui donner des apparences d'émotion, mais ce sont des apparences. Et puis, l'intelligence biologique, c'est une machine à oublier, c'est pas une machine à apprendre. C'est-à-dire que finalement, un médecin d'expérience, c'est comme la Madeleine de Proust, tous les nuages, l'apprentissage se fait par nuages, il y a toute une espèce de structure qui a appris avec une émotion, une sensation, un bruit, etc. Et cette restitution est immédiate. Et quand un médecin a fait ses gammes pendant très longtemps, c'est comme un pianiste, il a un toucher exceptionnel pour certains, hein, et parfois, parce que ce nuage s'allume, parce qu'il a oublié tout le reste. Or, l'intelligence artificielle, c'est une accumulation. Donc, quand on aura des basques-crânes extrêmement puissantes, l'intérêt, c'est de combiner l'oubli et l'acquisition. Et en fait, le problème, c'est que c'est un outil d'acquisition extraordinaire, c'est un esprit de synthèse extrêmement puissant, et c'est un bout de notre travail. Mais la médecine n'est pas que de l'esprit de synthèse, et c'est bien ça le problème. C'est-à-dire que je pense que la robotique est un très bon outil, mais un très mauvais maître. Il y a un sujet sur lequel je crois que c'est une de vos marottes, hein, c'est la blockchain. Oui. Alors, vous pouvez l'expliquer en quelques mots alors, parce qu'on entend parler de blockchain avec les crypto-monnaies. Hein, alors, je vous fais court. L'intelligence artificielle, c'est 3 pieds. Il y a l'intelligence artificielle qui est la data, que tout le monde connaît. Il y a la partie de l'impression 3D, qui est de l'impression du vivant, qui nécessiterait une séance à elle toute seule, puisqu'on peut imprimer des cœurs, des reins, etc., qui serviront d'ailleurs d'organes de training aux chirurgiens. Et puis, il y a une espèce de pied un peu étrange qui s'appelle la blockchain. Alors, la blockchain, c'est un système, je vais essayer de vous le résumer, mais c'est un système assez simple. C'est celui qui est, en fait, l'application la plus concrète, c'est la reconnaissance faciale chinoise. Chaque fois, vous pouvez certifier absolument tous les actes que vous avez faits. C'est-à-dire que vous avez des systèmes de certification qui fait que si je mets la main sur l'épaule de Véronique, eh bien, c'est certifié et c'est définitivement enregistré. Ceci permet à Véronique d'affirmer que j'ai mis la main sur l'épaule et moi, je peux affirmer que je l'ai fait. Donc, ça remet une relation directe en supprimant ce qu'on appelle les tiers de confiance. D'où la modification pour les juristes, en particulier pour les notaires, mais pas uniquement pour les médecins, etc. Donc c'est une certification immutable. Immutable, ça veut dire que vous ne pourrez plus jamais changer la donnée de quelque sorte que ce soit. Et donc vous changez la relation de confiance. Donc le système de surveillance chinois vient du fait que vous achetez une voiture, vous avez utilisé votre carte bleue, vous avez regardé un site internet, il était standardisé, vous êtes allé vous acheter un hamburger avec votre carte ou sur l'opérateur, donc on sait que vous mangez du gras et de la mayonnaise, etc., etc. Et donc si tous les opérateurs qui ne sont pas si nombreux que ça, qui sont les GAFAM ou les BATX, colligent vos données, eh bien, je peux établir une espèce de scoring pour savoir si vous marchez suffisamment, ce que vous avez mangé comme nourriture, etc., etc. Et donc, ça change fondamentalement les relations de confiance. Alors, l'intérêt, si je reprends le traducteur que vous avez cité tout à l'heure, c'est que vous êtes au fond de la jungle ou à Guéret, dans la Creuse, où il n'y a pas beaucoup de médecins parfois. Vous voulez un médecin, il sait que c'est vous, et il a votre dossier médical certifié, et vous savez qu'il est médecin et qu'il est bien le docteur avec l'expérience, etc. Donc, il va y avoir une modification de la relation et probablement une espèce d'explosion dans l'espace de la relation. Le problème de la blockchain, c'est qu'il n'y a pas d'oubli numérique. Je reviens à ce que disait l'intervenante tout à l'heure. Il n'y a pas d'oubli numérique dans la blockchain, ce n'est pas possible, c'est immutable. Et la deuxième difficulté de la blockchain, c'est qu'en fait, si je supprime tiers qui est l'infirmier, le soignant qui est à côté, le médecin, hein, je tends la relation et parfois je suis dans une relation de force. Et troisième chose, je suis parfaitement cernable puisque toutes mes actions laissent une trace. C'est un pied extrêmement important, il est toujours laissé un peu de côté. Pour le coup, les intervenants qui parlent de la blockchain sont extrêmement... Et ça nécessite, alors si je peux vous faire passer un message, le fait que vous compreniez la technique et que vous sachiez ce que vous faites. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vous reprocher, ni à nous, hein, on ne peut pas vous reprocher de ne pas, dans la gestion éthique de l'intelligence artificielle, de ne pas comprendre tout, mais il faut s'intéresser à la manière dont ces 3 techniques-là vont rentrer dans votre vie. Un peu comme à l'auto-école, quand on passe le permis, on ouvre le capot, quoi. On n'est pas capable de réparer, mais on repère le lave-glace et l'huile, etc. Et la batterie. Madame Pozza, juste à côté, Véronique Pozza, donc la voix des usagers. Comment vous voyez ça, vous, du point de vue des usagers? Il y a des avancées, il y a quand même des choses formidables là qui sont au tournant. Et puis on le sait, on vous connaît, Madame Pozza, vous pointez aussi quelques craintes parfois. Alors c'est vrai que c'est quelque chose de fantastique, c'est même presque miraculeux quand on voit certaines
recherches qui ont été effectuées et ce que cela va permettre de faire, on se dit c'est vraiment magique, quoi. Sauf qu'on a oublié un petit peu que ce n'était qu'un outil. Et je crois qu'au niveau des usagers, il va falloir être extrêmement vigilant, mais ils le sont déjà, sur le fait que ce n'est qu'un outil. Et qu'il est en cours de rédaction actuellement, dans le cadre de Ma Santé 2022, la rédaction d'une charte éthique du numérique, en santé précisément. Parce qu'il y a quand même différents points qui seraient, avant toute chose, à éclaircir. Ce qu'on a vu ce matin, bon, David Gruson, il en fait une description, moi je trouve ça top, quoi. J'ai assisté l'année dernière à une journée qui était justement sur les outils numériques en santé, qui avait lieu, organisée par le CHU de Nantes, si mes souvenirs sont bons, et où notamment il y avait plusieurs intervenants, et puis un truc que j'ai trouvé génial, c'est quelqu'un en fauteuil qui peut remarcher. Alors ça, je peux vous dire que j'ai trouvé ça très bien. C'est par exemple les exosquelettes, c'est ça Non, c'est véritablement pris en charge dès le démarrage qui suit un accident, par exemple. Toute une technique mise en place avec donc tous les algorithmes qui vont permettre de mettre au point la machine avec les exercices exacts qui permettront à la personne de récupérer petit à petit. Et ça, c'est fabuleux. Je peux vous dire que vraiment, moi, j'étais béate. J'étais béate aussi quand j'ai assisté, c'était en février, si mes souvenirs sont bons, à une journée de retour d'expérience de l'Eumédit où nous avons fait connaissance avec le petit robot qui était en pension pendant quelque temps à l'ICO à Paul Papin. Et en plus, c'est pervers. Je vais vous expliquer pourquoi c'est pervers. Ce petit robot, mais il est mignon comme tout, puis vous lui parlez, il vous parle, il vous répond. Vous appuyez sur le clavier, vous lui demandez de faire 2-3 choses, et on a l'impression qu'il a des émotions. Il penche la tête, il vous regarde vraiment avec des petits bruits. Enfin, je trouve ça pervers, parce que c'est nous faire croire qu'éventuellement, ça va pouvoir compenser la relation humaine, alors que véritablement, ce que les patients, les usagers tous, tiennent à préserver, c'est vraiment cette relation humaine qui puisse aller jusqu'au bout de la vie, parce que la main que l'on va tenir à ce moment-là, il ne faut pas qu'elle soit synthétique et il ne faut pas qu'elle soit celle d'un petit robot avec tout le côté entendrissant qu'il pourrait y avoir. Et alors par contre, je vais revenir sur un élément quand même, sur la HAS vient d'ailleurs de publier 29 recommandations très précise quant à l'arrivée donc de l'intelligence artificielle et du numérique en santé. Mais le premier point, avant de faire quoi que ce soit, il faudrait peut-être que tous les territoires soient desservis. On a la nécessité d'une accessibilité à la fois géographique, une accessibilité financière, une accessibilité technique. Et ça, c'est des éléments où, dans certains lieux, bon, au Mans, ça ne pose pas de problème, à Angers non plus, à Nantes non plus, on a toutes les facilités. On est loin d'avoir ces facilités dans des zones rurales. Qui plus est, pour certaines, ont même du mal à avoir encore des professionnels de santé. Alors bon, on se dit numérique, donc alors consultation, téléconsultation, etc. Non, ça ne marche pas comme ça. Bon, outre l'aspect financier, parce qu'il faut d'abord avoir tous les accords avec la CEPAM, les prises en charge, etc. Bon, je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que ce n'est pas le souci premier, même si on y pense quand on est usager, mais ce n'est pas le souci premier. Le souci premier pour l'usager, c'est mais comment je fais? Qui va s'occuper de moi? Qu'est-ce qu'on va me proposer? Et comment je vais préserver mon intimité et tous mes droits d'usager? Ce que vous dites, c'est quoi finalement le risque d'une médecine à 2 vitesses, automatisée, un peu low cost et humanisée avec un peu plus de moyens? Alors je vais pas partir sur ce plan-là. Je vais pas dire que c'est à 2 vitesses. Je vais dire que c'est à 2 vitesses techniquement pour l'instant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le côté quand même humain. C'est pas simplement le côté technique. Et comment va-t-on faire? Alors, moi, je vais mettre encore un peu un pavé dans la mare, mais c'est pas grave, hein, on est habitué. On a déjà du mal à avoir donc assez de professionnels de santé sur tous les secteurs. Et puis, bon, je soulève pas un lièvre, hein. C'est quand même de notoriété publique et tous les jours, on apprend toutes les difficultés que l'on a.
Et en même temps, qui il y a des s'augmente. territoires Mais- qui reprennent du poil de la bête du côté des professionnels libéraux, on le voit. Hein. Oui, oui, mais concrètement, on a encore beaucoup de mal et ça va pas se refaire comme ça en claquant des doigts. Et je ne pense pas non plus que ça sera tout en misant sur le numérique que l'on pourra y arriver. Parce qu'il va falloir obligatoirement que les professionnels soient formés. C'est pas comme ça qu'ils vont se lancer, soient formés, mais évalués. Parce que c'est pas non plus, je dirais en claquant des doigts, qu'on sera certain de leurs compétences à ce niveau-là. Alors, on va retourner voir le docteur Florence de Siron avec ce micro devant vous. Vous, puisque vous allez nous quitter dans pas longtemps, vous aussi, il y a un train. Comment vous regardez ça un petit peu? On a entendu tout à l'heure votre introduction. Est-ce que vous dites qu'il y a des effets positifs indéniables, mais attention, on ne doit pas baisser la garde aussi pour autant? C'était un peu effectivement le propos de ce qu'on a voulu, enfin celui qu'on a voulu tenir tout à l'heure au nom du groupe éthique. Alors c'est vrai que je suis tout à fait en accord avec ce qui a été dit sur l'aide à la décision dans des situations d'urgence où effectivement on a aujourd'hui des outils qui nous permettent rapidement de faire des scores, décider d'une stratégie thérapeutique individuelle et adaptée. Il faut savoir effectivement, avec toutes les limites, s'en échapper. Je suis très intéressée par le point de vue juridique tout à l'heure de dire mais qu'est-ce qu'on fait effectivement quand ces objets sont introduits dans une stratégie thérapeutique si on s'en échappe? Quel est le risque juridique si on prend une décision qui ne fait pas partie de l'algorithme? Parce qu'à ce moment-là, on tranche autrement et que cette façon de trancher, c'est ce qui fait qu'on est médecin, c'est notre humanité, c'est les choses intuitives, assez parfois irrationnelles, qui vont faire que la décision médicale va devenir une décision personnalisée et humaniste. Alors, le pendant, pour ne pas être à charge, parce que je ne suis pas à charge par rapport aux objets connectés, le point positif que j'y ai vu dans une pratique que je pense qu'on a commune avec ma voisine qui est sur les dons d'organes, c'est la répartition des organes. Voilà, alors peut-être un petit mot d'explication. Mais il y a un algorithme. Voilà, c'est dans ces objectifs nationaux qui sont la gratuité, l'anonymat, voilà, les 4 valeurs. En tout cas, pour ces 2 principes, c'est vrai que l'Agence de biomédecine a mis un outil de répartition des organes qui s'échappe de la décision médicale, entre guillemets, dans sa partie intérêt, ou en tout cas collusion d'intérêts, et qui fait qu'elle garantit son côté juste de la répartition. Et quand on est dans ces situations de répartition des organes, cet algorithme, cette machine magique va répartir au regard de tous les éléments qui ont été donnés pour chacun des patients sur liste d'attente. Elle va prioriser et elle va faire émerger automatiquement, entre guillemets, le receveur le plus adéquat au regard du profil d'organe. Et ça, c'est bien ou pas? Est-ce que ça marche mieux que l'intervention humaine dans le passé? À l'époque, peut-être, le docteur Aurore rarement avait démarré, non? D'un point de vue assez... Enfin, sur le plan éthique, oui, parce que je trouve que quelque part, il y a cette valeur de justice qui est préservée et qui est valorisée au travers de cet outil. C'est-à-dire qu'on le sait, dans les années 95, il y a eu parfois des répartitions d'organes qui étaient aussi dépendantes des différentes équipes avec des enjeux particuliers. Là, aujourd'hui, on a cette garantie, on a cette valeur qui est portée et qui est garantie au travers de cet outil de répartition. Et je trouve, en tout cas pour mon exercice, que c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus en lien, en fait, avec les valeurs portées. Juste pour compléter sur les dons d'organes, c'est pas qu'une question d'équité, hein, c'est aussi une question de temps. Le nombre de receveurs augmente, le nombre de prélèvements augmente, et on sait qu'un pour certains organes, particulièrement le cœur, le temps est extrêmement compté. Ça permet une meilleure répartition, et puis ces fameux algorithmes, ils savent prendre une telle quantité de données en très peu de temps qu'un cerveau humain ne pourrait pas agréger. Donc ça impliquerait que certaines personnes perdent. Voilà. Après, l'humain reprend un peu, quand il y a une super urgence, des personnes qui sont vraiment, ils passent en dessus de liste. Il y a quand même des éléments un peu plus factuels dont on saura tenir compte, quoi. Mais c'est vrai, hein, pour le don d'organes, c'est vraiment un très bon exemple. Il nous reste un quart d'heure à peu près pour une séquence de questions-réponses. Donc, on retourne vous voir dans le public avec les micros. On garde un petit peu le mode d'emploi de la matinée. Vous nous faites signe et puis n'hésitez pas à vous présenter en 2 mots en prenant la parole. Alors, qui se lance? Parce qu'on a beaucoup d'autres questions aussi à aborder. Alors, il y a une main, voilà, vous pouvez lever à nouveau la main, on va vous amener le micro.
Les micros, ça y est, ça descend. Ah oui, un deuxième, vous voulez nous piquer un micro? Voilà, on vous transmet un deuxième, comme ça sera plus simple. On vous entend, c'est bon. Super. Bonjour, alors je suis Nicolas Saran, infirmier et étudiant en sciences politiques. Et deux constats et une question. Donc d'abord, on sait qu'aujourd'hui, on a des équipes soignantes qui sont en souffrance, notamment avec les troubles musculo-squelettiques qui figurent parmi les premières problématiques de santé au travail. Et ensuite, on a également, d'un point de vue épidémiologique et démographique, un vieillissement de la population et une épidémie de l'obésité et du surpoids. Alors la question, c'est dans quelle mesure est-ce qu'on peut concilier l'humanisation de la relation de soins et de l'accompagnement et le bien-être des équipes soignantes en proposant justement des machines, des robots qui peuvent accompagner le soignant dans la réalisation des tâches difficiles. Alors, qui peut répondre, qui souhaite répondre? Allez-y. Oui, quelques éléments. Effectivement, c'est une problématique majeure de l'accompagnement de la qualité du soin. La qualité du soin, c'est aussi évidemment la qualité d'accompagnement des équipes. Alors, les nouvelles technologies peuvent proposer des outils et aujourd'hui, on observe une augmentation forte, par exemple, de l'installation des rails plafonds dans les établissements qui ont pu recevoir dans un premier temps, enfin en tout cas je l'ai vécu, voilà, il y a eu un retour dans un premier temps plutôt négatif avec une transposition avec ce qui peut se passer dans les abattoirs et en tout cas c'est ce qui m'a été indiqué, les êtres humains qu'on va transporter dans ces machines, c'est pas acceptable. Et puis on est allé voir les équipes, on les a installées et on a observé, enfin en tout cas moi c'est l'action pour laquelle j'ai eu le plus de retours spontanés immédiats des équipes en disant on ne reviendrait plus en arrière. Et les résidents apprécient également, c'est-à-dire que ces outils-là sont également au service des résidents qui ont pu nous témoigner une nette amélioration dans la sécurisation, ils se sentent plus en sécurité. Et puis je pense que demain, on aura peut-être des exosquelettes, je ne sais pas, là je vais un peu loin, mais pourquoi pas continuer dans l'évolution d'outils qui vont faciliter les gestes et postures, enfin voilà, les gestes pour les équipes qui sont exposées. Après, voilà, pour le coup, dans le cadre de l'obésité, les équipements, je pense, pourront être une réponse qui apportera des améliorations au bénéfice partagé du résident et des soignants. Ça veut dire que vous investissez dans les établissements que vous chapeautez? Ouais. Oui, tout à fait. Oui. Je pense que c'est essentiel si on veut conserver, on a aussi, vous l'avez évoqué, le vieillissement des équipes. Si on veut prolonger, moi j'observe qu'à partir de 40-45 ans, il y a beaucoup de professionnels qui sont en réorientation parce qu'ils sont usés. Alors certes, ils ont démarré sans les outils qu'on a aujourd'hui, donc on peut espérer que les nouveaux professionnels qui seront bien formés au geste et qui auront des outils auront une plus grande longévité, au moins physique, parce qu'après il y a une usure psychique aussi dans les accompagnements. Mais oui, on investit et je pense que les établissements qui n'investissent pas vont être confrontés à des difficultés qui les conduiront à le faire de toute façon. Merci pour la réponse, Madame Roy. Donc on rebondit peut-être sur d'autres questions ou d'autres commentaires. Vous n'êtes pas obligé de poser des questions, ça peut être des commentaires. Bonjour, je suis Elvire Bornand, je suis sociologue et je voulais réagir à partir du film que vous avez réalisé où je trouvais ça très intéressant. Vous avez choisi de bien nous dire qui était le robot. C'est-à-dire que dans sa démarche, dans la manière dont il parle, il n'y a aucun doute, c'est une machine. Et Madame Pozza, après, vous avez décrit un malaise que vous avez eu face à un robot qui tentait de se comporter comme un être humain en inclinant la tête. Et je trouve ça intéressant dans le débat que vous avez de se poser la question de non pas que la programmation, mais aussi de la forme. Je pense notamment aux chatbots, où on n'est jamais sûr si on est face à un être humain ou à une machine, parce que le langage enseigné à la machine fait qu'elle se passe pour un être humain. Est-ce que les robots doivent ressembler à des robots pour que le patient puisse consentir de manière éclairée ? Alors, docteur Inzelin. Alors, ça a été très étudié, non. La réponse est non. Et d'ailleurs, il y a eu dans les robots d'assistance japonais une anthropomorphie du robot qui a provoqué beaucoup plus de rejet que quand le robot n'était pas d'apparence humaine. Et il y a des travaux très rigolos. Alors, il faut regarder, qui est le travaux sur Aibo. Aibo étant le robot chien Sony.
qui penche la tête, qui a tout un certain nombre d'entités, mais Aibo n'entraîne pas. En fait, les Japonais ont une éthique un peu particulière. Il faut savoir que leurs études éthiques ils utilisent des questions, enfin, ils regardent des questions qu'on regarde jamais nous. En fait, ils ont fait un travail de deuil sur la panne d'Aibo ou la perte de son chien. Eh bien, quand on perd son chien, si vous avez un chien et que vous aimez vraiment votre chien, quand vous perdez votre chien, le niveau de deuil est le niveau d'un deuil humain. Quand vous perdez votre Aibo, votre niveau de contrariété équivaut à la panne d'iPhone. Donc on voit bien que même si j'utilise une anthropomorphie canine pour faire un chien qui ressemble en tout à un chien, ça n'est pas un chien. Merci pour la réponse. Mais effectivement, on aura peut-être l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Quand c'est flou, il y a un loup. Et voilà, au moins les choses sont claires quand le robot ressemble à autre chose qu'un humain. Est-ce qu'il y a encore une autre question que vous souhaitez aborder ? C'est peut-être un petit peu faim finalement et envie de passer au déjeuner. Oui, allez-y, docteur Armand. Je voudrais juste, parce que ça m'intéresse ce que vous disiez, le fait d'avoir le même sentiment de perte qu'un iPhone. Après, c'est la conséquence. Comment ça se manifeste? Est-ce que ça influe sur mon comportement et tout ça? Est-ce que la tristesse, elle est différente? Parce que vous vous souvenez, les Tamagotchi, là, oui, les trucs où les gens voulaient les nourrir, ça les obsédait à un point où ils en... comment après ça... Alors en fait, c'est mesuré sur des entités qui ne sont pas des entités obsessionnelles. C'est-à-dire qu'effectivement, les Tamagotchi, on a eu des névroses obsessionnelles presque délirantes derrière. On voit ça avec Netflix. Alors je ne voudrais pas exécuter Netflix une deuxième fois, mais on a des espèces de comportements obsessionnels liés au conseil. Alors que, en fait, la perte d'un chien va entraîner les entités habituelles, quand on a sur la MADRS, mais sur autre chose, les entités habituelles du travail de deuil, le temps. En fait, il y a une maturation dans le temps. C'est-à-dire qu'un travail de deuil, quand on perd quelqu'un de proche ou un animal, est un travail de deuil assez long. Et en fait, on a par exemple le fait que l'essentiel des propriétaires de chiens ne rachètent pas un chien quand le chien est mort, parce que c'est pas la même personnalité, pas la même race, etc. Et ben, en fait, le deuil d'un chien robot est quelque chose qui est à la fois très contrariant, avec un niveau de contrariété très élevé, mais le niveau émotionnel n'est pas très élevé. C'est-à-dire que 2 semaines après, ils peuvent racheter un Aibo, quoi, en fait. On va réécouter peut-être Nathalie Bardet. Oui, dit-elle. Donc allez-y, prenez le micro. Vous n'avez peut-être pas tout dit. En tout cas, moi, ça me fait écho là, ce que vous ramenez ensemble sur l'attachement. L'attachement au sens de, est-ce que par exemple une personne âgée ou une autre personne malade pourrait s'attacher à un robot, puisque finalement on lui propose comme une présence, comme une relation, quelqu'un capable de répondre, quelqu'un qui est capable de simuler des émotions et d'entendre celles de la personne. Pourrait très bien avoir cet attachement et vouloir conserver ce robot pour lui toute la journée en termes d'équité, voilà, pour les autres résidents, on fait comment? Et puis il pourrait lui demander aussi, enfin moi je reviens dans ma partie là, d'être sa personne de confiance par exemple, ou bien d'assister à sa sépulture. Enfin toutes ces questions qui vont très loin finalement, et je crois que le fait de bien différencier le robot en termes de robot lui-même synthétique par rapport à un humain, c'est peut-être aussi ne pas leurrer les gens dans ce qu'on leur propose. On est certainement en train d'évoquer les limites là des outils et finalement de l'intention qu'on a. Cette intention de proposer une communication, même si on peut se poser la question, effectivement on l'a entendu tout à l'heure, est-ce qu'on n'est pas dans un leurre aussi d'un rapport économique à utiliser moins de soignants sur ce qui est propre à la relation, c'est-à-dire la communication et l'écoute? Est-ce qu'un robot est capable d'écoute? Est-ce qu'il est capable de garder des choses qui lui ont été confiées? Est-ce qu'il est capable de discernement? Est-ce qu'il est capable même en fait de ne pas répondre dans une relation? Ça peut être ça aussi. Enfin, vraiment, je pense que le fait de bien différencier nous permet vraiment d'utiliser, oui, comme un outil et pas comme leurrer la relation avec une personne. Je crois, Madame Bardet, comme vous avez le micro, vous vous interrogez également sur les capacités de l'intelligence artificielle ou l'intelligence de synthèse à apprécier ce que peut répondre un humain, décoder. Parfois, on dit des choses qu'on ne pense pas. Je pense notamment au niveau de la douleur, par exemple. Quels sont vos questionnements là-dessus? Alors, par rapport à la douleur, oui, et la même question par rapport à tout ce qui relève du cheminement, finalement.
Est-ce que dans la douleur, on peut évaluer la douleur globale grâce à un robot? Est-ce que toutes les questions sont pensées? Évidemment, on doit faire confiance à l'algorithme, mais est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Est-ce que le robot est capable, par exemple, de repérer des signes cliniques que va exprimer le patient pendant qu'il s'exprime sur sa douleur? Entre l'intérêt des algorithmes et puis la limite, finalement, c'est vraiment quelle est l'intention, comment on les utilise. Et puis, moi, j'étais même allée me poser la question de, et finalement, et si un patient fait une demande d'euthanasie à un robot? Il répond oui, il répond non. Enfin, voilà. Docteur Dessiron, je crois que vous voulez prendre le micro. C'est juste pour vous rassurer sur la place du robot et la réflexion et les valeurs du Japon. Dans sa réflexion et dans sa robotisation, le Japon a introduit comme système d'accueil dans les hôtels des robots. Mais en fait, ils ont abandonné il y a quelques mois, parce que justement, même si les valeurs effectivement sont différentes, même s'il y a une banalisation du rapport, il y a un manque. Donc vous voyez déjà, là où quelque part il y a eu cette réflexion, cette robotisation au regard de certaines tâches mécaniques, il y a une limite, même dans des sociétés différentes, avec effectivement un rapport particulier. Donc soyez sans crainte. La réflexion, par contre, du robot, on voit très bien, dans l'utilisation des robots en France, on voit très bien que le plus souvent, il y a quand même un humain derrière avec une tablette qui va de toute façon prendre la main. On voit aujourd'hui que dans les référentiels, je souriais parce qu'hier, les experts visiteurs de la chaise qui sont à l'hôpital nous ont demandé s'il y avait de l'Internet partout et ils avaient eu dans la réflexion Internet connexion robot. Bon, ok, mais l'Internet n'est pas que ça. Mais bon, on voit très bien qu'il y a des limites et que les limites de certaines sociétés sont déjà atteintes, donc soyons rassurés. Docteur Incelin, vous vouliez rebondir? Je voudrais juste dire une chose, c'est que c'est un grand philosophe allemand que je vous encourage à lire. C'est pas facile, je vous le dis à l'avance, parce que je me suis accroché. Il s'appelle Gunther Anders. Non, ça, il a été traduit. Mais c'est quelque chose de fondamental dans la relation avec le robot. Anders dit la technique n'est jamais neutre. Elle est intentionnellement dirigée dans une direction par son concepteur. Et il y a une étude assez rigolote, alors il faudrait la retrouver parce que je ne m'en souviens plus de l'auteur, qui est une étude qui a été faite par les Suédois qui montre que l'absence de confiance aux robots proches anthropomorphiquement vient aussi du fait d'avoir la discussion. Les gens, quand c'était avec des étudiants, disaient qu'ils avaient l'impression de discuter avec deux personnes. C'est-à-dire que le robot n'avait pas de personnalité propre, il était le cheval de Troie d'une autre personnalité, ce qu'il est réellement. Alors on regarde s'il y a une dernière question avant d'aller déjeuner. Oui, une main se lève à nouveau. Et puis, Véronique Pozza, est-ce que on attend la question ou est-ce que vous rebondissez? Eh bien, on fait la question d'abord. Oui. Dans ce débat, est-ce que la question, ce n'est pas tellement des algorithmes ou des robots, mais plutôt la projection que les humains ils en font? Car tout compte fait, on va même plus loin. Prenez un iPhone, il devient un portable, c'est-à-dire c'est un organe anatomique, au sens anatomique du terme. C'est-à-dire si quelqu'un il perd son portable, c'est une catastrophe, il est amputé de quelque chose. Et c'est là, à mon avis, toute la question peut-être. Sur ce qu'on projette sur les objets, peut-être que la sociologue Elvire Bornand interviendra là-dessus tout à l'heure. Peut-être, peut-être pas. On verra. Mais effectivement, Madame Pozza, vous vouliez rebondir? Je voulais juste ajouter un point, c'est que, Eric, bon, il est très clair que pour nous, l'outil que cela va être est un outil qui va permettre un recours aux soins plus facile dans certains cas, qui va permettre aussi une aide au diagnostic, d'où l'importance des professionnels de bien être formés et de garder la main, parce que ça va permettre aussi une évaluation des pratiques. Et cette évaluation des pratiques, je pense, je me trompe peut-être, mais quand on voit la vitesse à laquelle les choses évoluent, cela va évoluer encore plus vite. Et donc, il faudra être en permanence quand même très attentif aux algorithmes qui devront être réadaptés au fur et à mesure de la progression. Et les différents outils qui vont avec, bien sûr. Et je crois que chez les patients, vous plaidez pour une numérico-vigilance, à l'image d'une pharmacovigilance. Complètement, ouais. Complètement, c'est indispensable. C'est indispensable. Et alors, normalement, nous avons prévu que les patients les usagers seront associés à tout ce qui pourra être mis en place. Ça nécessite aussi d'avoir la connaissance qui permette de pouvoir s'associer
et justement de pouvoir exercer une certaine vigilance et puis une certaine exigence. Parce que, au bout du compte, on est toujours dans cette démarche de qualité et de sécurité des soins qui ne nous quitte pas, que l'on soit avec l'intelligence artificielle, le numérique en santé ou autre, c'est toujours quand même bien ça qui est visé, que ce soit par les professionnels ou par les patients. Eh bien, ce sera le mot de la fin pour ce matin. On a bien mérité une belle pause.